Tu ne sers plus à rien ici, maman. Alors contente-toi de ce trou. Et tais-toi, voilà les derniers mots que j'ai entendus, avant que la porte en fer ne se referme sur moi. C'est ainsi que ma propre fille Nathalie me traitait désormais. Mais elle ne savait pas que le silence de la cave n'étouffe pas les secrets et que mon fils Julien était sur la route portant en lui une vérité qu'elle ne pouvait pas soupçonner. Un simple recommandé, un oubli administratif, et tout le château de cartes allait s'effondrer. Julien conduisait sa berline noire sur l'autoroute du soleil quittant Paris pour Lyon. Le moteur ronronnait doucement, un bruit régulier qui l'aidait à réfléchir. À 38 ans, mon fils Julien était devenu un architecte respecté, un homme qui construisait des tours de verre, mais qui n'oubliait jamais les fondations. Pour lui, la fondation, c'était moi, sa mère Odette. Il regardait le siège passager où était posé un coffret en bois. C'était une montre ancienne que j'avais dû vendre autrefois pour payer ses premières études et qu'il avait retrouvée après des années de recherche. Il souriait en pensant à ma surprise. Il imaginait déjà nos retrouvailles dans le grand appartement de grand standing, le penthouse, qu'il payait rubis sur l'ongle chaque mois pour que je ne manque de rien. Le paysage défilait les collines de Bourgogne, laissait place au faubourg lyonnais. Julien se souvenait de l'odeur de ma cuisine, en Provence du thym, et du romarin qui embaumait la maison. Il se disait que dans quelques heures, il retrouverait ce parfum, même si j'avais vieilli. Il avait hâte de voir ma réaction en découvrant qu'il avait pris un week-end entier pour moi. Il pensait à sa sœur, ma fille Nathalie, qui lui envoyait des messages rassurants chaque semaine. « Tout va bien, maman est ravie de la vue sur la ville, elle se repose beaucoup. » Écrivait-elle ? Julien n'avait aucune raison de douter. Nathalie était sa sœur, le sang du même sang. Lorsqu'il arriva au pied de l'immeuble de grand standing, une tour de verre et d'acier qui dominait le quartier de la Confluence, Julien sentit une légère pointe d'inquiétude. Le hall était froid, impersonnel. Il appuya sur le bouton de l'interphone de l'appartement du dernier étage, mais personne ne répondit. Il allait sortir son propre badge quand la porte vitrée s'ouvrit brusquement. C'était ma fille Nathalie. Elle portait un tailleur de marque. Ses cheveux étaient tirés en un chignon strict, mais ses yeux trahissaient une panique soudaine. « Julien, mais qu'est-ce que tu fais là sans prévenir ?» s'exclama-t-elle d'une voix trop aiguë, en bloquant le passage. Mon fils Julien fronça les sourcils en l'embrassant froidement sur les deux joues. « Je voulais faire une surprise à maman, » répondit-il en essayant de passer. Nathalie ne bougea pas d'un pouce, ses mains agrippées à son sac à main de luxe. « Ce n'est vraiment pas le moment, Julien, les canalisations du dernier étage ont sauté. C'est un chantier total, c'est extrêmement dangereux là-haut. Les ouvriers ont mis de l'amiante partout pour les protections. » Ajouta-t-elle en reculant vers les ascenseurs, mais sans appuyer sur le bouton pour monter. Julien sentit son cœur battre un peu plus vite. « De l'amiante ? Mais où est maman alors ? Elle ne peut pas rester dans un chantier. » s'inquiéta-t-il. Nathalie esquissa un sourire nerveux, un rictus qui ne touchait pas ses yeux. « On l'a installée provisoirement dans un endroit plus calme, au rez-de-chaussée. Enfin juste en dessous pour qu'elle n'ait pas à monter les marches. » expliqua-t-elle en le dirigeant vers la rampe de béton qui menait au sous-sol. Elle prétendait que c'était pour mon bien pour m'éviter la fatigue, alors que chaque marche qu'elle me faisait descendre était une insulte à ma vie de labeur. Ils descendirent dans les entrailles de l'immeuble. L'air devint lourd, chargé d'une odeur d'huile de moteur et de poussière de ciment. Julien ne comprenait pas. Pourquoi sa mère, une femme de 65 ans, qui avait toujours aimé la lumière, se retrouverait-elle ici ? Nathalie s'arrêta devant une porte de box de garage en métal gris, située tout au fond près des bennes à ordures. Elle sortit une clé d'un geste fébrile. Elle est un peu confuse en ce moment. Elle préfère les petits espaces.
cela la rassure, murmura-t-elle, avant de faire grincer le verrou. Quand la porte s'ouvrit, Julien crut faire un cauchemar. Ce n'était pas un appartement, c'était un tombeau de béton de 20 mètres carrés. Au milieu des pneus empilés et des cartons de déménagement, j'étais assise sur un vieux tabouret de cuisine. J'avais devant moi un petit miroir fêlé, posé sur un bidon d'huile. Je tenais une paire de ciseaux de cuisine et j'essayais de couper mes propres cheveux blancs, car je n'avais plus vu de coiffeur depuis des lustres. Une petite plaque de gaz de camping servait de cuisine et un lit de camp était installé dans un coin recouvert d'une couverture élimée. Maman souffla Julien, sa voix se brisant dans l'humidité de la pièce. Je levai les yeux et pendant une seconde, je crus que mes yeux me jouaient des tours. Julien, mon petit, balbutiai-je, en laissant tomber les ciseaux qui claquèrent dans le sol froid. Il se précipita vers moi, me prenant dans ses bras, comme si j'étais en verre. Ses mains tremblaient sur mes épaules voûtées. Il regarda autour de lui, voyant la misère de cet endroit, les murs nus, l'ampoule jaune, qui vacillait, le manque total de fenêtres. Nathalie restait sur le pas de la porte, croisant les bras comme pour se protéger. « Ce n'est que temporaire, Julien, je te l'ai dit. Les travaux durent plus longtemps que prévu. » se défendit-elle d'un ton sec. Je regardais mon fils, les larmes coulant sur mes joues creusées. « Ça fait 3 ans, Julien, dis-je, d'une voix faible mais claire. Ça fait 3 ans que je vis ici, au milieu des voitures des autres. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'une explosion. Julien se redressa, son visage devenant d'une pâleur de marbre. « 3 ans, répéta-t-il en fixant sa sœur qui baissa enfin les yeux. C'est à ce moment-là qu'un bruit vint rompre l'attention. Le ding métallique de l'ascenseur privé, celui qui menait directement au penthouse. Julien tourna la tête et vit à travers la grille du sous-sol un homme élégant, un étranger sortir de la cabine avec une valise à roulettes. L'homme chercha ses clés et remonta vers le hall d'entrée. Julien reconnut le code d'accès qui s'affichait brièvement sur le panneau numérique de l'ascenseur. C'était le code que lui-même avait choisi pour l'appartement de sa mère. Il comprit alors que Nathalie ne se contentait pas de me cacher. Elle avait transformé mon foyer en une source de profit. Julien se tourna vers Nathalie, son regard brûlant d'une colère froide que je ne lui avais jamais connue. « Qui était cet homme ?» demanda-t-il d'une voix sourde. Nathalie bafouilla, cherchant une excuse. Une autre mentit, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. Julien ne l'écoutait déjà plus. Il avait compris que l'appartement qu'il payait 2500 € par mois était loué à des touristes fortunés, pendant que sa mère croupissait dans la cave. Il serra les poings, réalisant que le mal était bien plus profond qu'une simple question de travaux. Sa propre sœur avait fait de moi une prisonnière invisible pour nourrir son ambition. Nathalie recula d'un pas, ses talons aiguilles, claquant sur le ciment gras du garage. Elle chercha nerveusement ses mots, ses mains, triturant la lanière en cuir de son sac de luxe. « Ce n'est pas ce que tu crois, Julien !» balbutia-t-elle en jetant un regard fuyant vers le plafond. « C'est Bastien, mon mari, ton beau-frère, qui a insisté. Il disait que maman se sentait perdue dans ces grands espaces modernes, qu'elle avait besoin de retrouver la simplicité de sa jeunesse à la ferme. Il disait qu'ici elle serait au calme, loin du tumulte des voisins du dessus, qui se plaignent toujours pour un rien. Elle essayait de transformer cette prison en un havre de paix, mais ses mensonges s'effilochaient comme une vieille corde sous la tension. Mon fils Julien resta un long moment sans rien dire, son regard faisant la navette entre le visage décomposé de sa sœur et le lit de camp où j'étais assise. Ses narines frémissaient, signe de la tempête qui grondait sous son calme apparent. « Tu oses parler de simplicité, Nathalie ?» siffla-t-il d'une voix qui semblait venir du fond de ses entrailles. «
Tu parles de calme alors que maman respire des vapeurs d'essence et de l'huile de vidange. Je t'ai envoyé 50 000 € chaque année, Nathalie. 50 000 € uniquement pour son confort, ses soins de santé, ses petits plaisirs. Où est passé cet argent si elle vit comme une indigente dans un box de voiture ? Sa voix monta d'un cran résonnant contre les murs de béton froid de la cave. Je posai ma main tremblante sur le bras de mon fils, essayant de calmer l'incendie que je voyais naître dans ses yeux. « Julien, mon chéri, ne te fâche pas », murmurai-je en cherchant son regard. « Ta sœur a eu beaucoup de frais avec son agence immobilière, et Bastien a perdu son emploi l'an dernier. Je ne voulais pas être un poids pour vous. Ici, j'ai mon petit réchaud. Je me fais ma soupe. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Je mentais par habitude par cette vieille peur maternelle de voir ses enfants se déchirer. Mais je voyais bien que mes paroles n'avaient aucun effet sur lui. Au contraire, elles semblaient attiser sa douleur. Julien se dégagea doucement de mon étreinte et se dirigea vers un vieux meuble en métal rouillé qui me servait d'armoire à pharmacie. Il l'ouvrit d'un coup sec, faisant grincer les gonds oxydés. Il en sortit une boîte de médicaments contre l'hypertension, la retourna et lut la date d'expiration à haute voix. « C'est périmé depuis 14 mois, Nathalie », gronda-t-il en jetant la boîte sur le sol. Il attrapa ensuite un rouleau de pansements, une marque premier prix, de celles qui se décollent à la moindre humidité. « Et ça, c'est ça que tu achètes avec l'argent que je te verse ? Des produits de seconde zone pour notre mère qui a travaillé toute sa vie pour que tu ne manques de rien. » La porte du garage s'ouvrit à nouveau, laissant entrer une bouffée d'air frais, mais aussi la silhouette massive de Bastien, mon gendre. Il entra avec une assurance déplacée, un cure-dent au coin de la bouche et les clés de sa voiture de sport à la main. « Ah, Julien, quelle surprise !» lança-t-il avec un faux enthousiasme qui me fit frissonner. « On discute de l'aménagement de la suite royale de maman. Tu sais, on est des gens pragmatiques ici, à Lyon. On ne vit pas dans les nuages comme vous les Parisiens. On optimise l'espace, on gère les priorités. » Il rit grassement, ne s'apercevant pas que Julien était sur le point d'exploser. Mon fils fit un pas vers lui, le dépassant d'une tête, son corps tout entier tendu comme un arc. « Ton pragmatisme ressemble étrangement à de la cruauté, Bastien, » répliqua-t-il en le fixant droit dans les yeux. « Optimiser l'espace. C'est donc jeter une vieille femme dans une cave pour pouvoir empocher le loyer de son appartement. » Bastien perdit son sourire, ses yeux devenant sombres et méprisants. « Écoute-moi bien, l'architecte. Ta mère est heureuse ici. Elle ne se plaint jamais. Ce n'est pas parce que tu nous verses quelques billets que tu peux venir nous donner des leçons de morale. On s'occupe d'elle tous les jours, nous. » Le ton monta rapidement, les insultes commencèrent à fuser entre les deux hommes. Nathalie pleurnichait dans un coin, invoquant le stress de son travail et les traites de la maison qu'ils venaient d'acheter dans les Monts d'Or. Julien ne les écoutait plus. Il s'était approché du bureau de fortune, que Nathalie utilisait parfois au rez-de-chaussée pour ses dossiers rapides. Un ordinateur portable était resté ouvert, le ventilateur tournant à plein régime. Il profita d'un moment où Bastien et Nathalie se disputaient sur qui aurait dû fermer la porte à clé pour jeter un coup d'œil à l'écran. Ses doigts volèrent sur le clavier avec une précision d'expert. Il connaissait les habitudes de sa sœur, son manque de prudence avec les mots de passe. En quelques clics, il accéda à l'historique de son compte bancaire personnel. Ses yeux s'agrandirent de stupeur et de dégoût. Il vit défiler une liste interminable de virements provenant d'une plateforme de location de vacances bien connue. « Appartement de prestige avec vue panoramique », disait l'annonce. 2 000 € la semaine. L'argent ne passait même pas par le compte de la famille. Il tombait directement dans la poche de Nathalie. Julien sortit discrètement une clé USB de sa sacoche et commença à copier les fichiers.
Il sentait son cœur cogner contre ses côtes, la sueur perlant sur son front. Il devait faire vite. S'il s'apercevait de ce qu'il faisait, il détruirait à l'épreuve. Il voyait passer des factures de restaurants étoilés, des achats de bijoux chez les plus grands joailliers, de la place Bellecour, tout cela financé par ma souffrance et son silence forcé. C'était une trahison systématique, une spoliation organisée avec une froideur qui le glaçait. Nathalie revint vers lui, essuyant ses larmes avec un mouchoir en soie. « Julien, s'il te plaît, essayons de discuter calmement, » dit-elle, en essayant de reprendre une contenance. Mon fils retira la clé USB juste au moment où elle posait la main sur son épaule. Il referma l'ordinateur d'un geste sec. « On discutera plus tard, Nathalie. Pour l'instant, je vais emmener maman manger quelque chose de correct, » déclara-t-il d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Il me prit par la main et m'aida à me lever. Ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle, une lumière sombre, qui me fit comprendre que ce n'était que le début de la tempête, alors que nous nous dirigions vers sa voiture. Julien gardait la main serrée sur la clé USB dans sa poche comme s'il tenait une arme chargée. Il savait maintenant que chaque centime qu'il avait envoyé pour ma santé avait servi à payer le train de vie luxueux de sa sœur et de son mari. Il savait aussi que les documents qu'il venait de copier contenaient bien plus que de simples relevés bancaires. Il y avait là tout l'historique des réservations, les noms des clients, et même des échanges de courriels où Nathalie se moquait de ma capacité à rester tranquille dans mon trou. Le piège était en train de se refermer, mais pas sur celui qu'on pensait. L'air frais de la ville ne parvenait pas à effacer l'odeur de rance, qui collait à ma peau cette odeur de cave que je portais, comme une marque d'infamie. Mon fils Julien me conduisit dans un petit café discret, loin du quartier de la Confluence. Il ne disait rien, ses mains agrippées au volant, au point que ses phalanges étaient devenues livides. Il m'installa devant un chocolat chaud et un croissant me regardant manger, avec une expression qui me brisait le cœur, un mélange de pitié et de fureur contenue. « Mange, maman, mange tout ce que tu veux », murmura-t-il en me caressant doucement les cheveux, comme si j'étais redevenue l'enfant et lui l'adulte. Mais ce n'était pas seulement la faim qui me rongeait, c'était cette fatigue immense, celle de s'être senti invisible pendant 1085 jours. Peu après ce repas silencieux, Julien m'emmena dans un cabinet médical de quartier, un endroit aux murs blancs et rassurants. C'est là que nous avons rencontré Chloé, l'infirmière libérale, qui passait parfois dans l'immeuble pour s'occuper d'un voisin âgé. Je la connaissais un peu, elle m'avait parfois glissé une pomme ou une barre de céréales en cachette. En voyant Julien, elle parut d'abord hésitante, puis elle finit par s'asseoir en face de lui, ses mains croisées, sur sa blouse bleue. « Monsieur, je suis heureuse que vous soyez enfin là », commença-t-elle d'une voix basse, presque craintive. Elle lui expliqua que ma tension était alarmante et que je souffrais de crises d'hypoglycémie répétées à cause d'une alimentation déplorable. Votre sœur Nathalie me disait que tout était sous contrôle, qu'un service de traiteur livrait des repas complets, ajouta-t-elle avec un soupir de culpabilité. Chloé fouilla ensuite dans son sac et en sortit un petit carnet à la couverture de cuir usé. Elle le tendit à Julien. « C'est votre mère qui l'a écrit, elle me l'a confié, pour que je le garde en sécurité au cas où, » dit-elle en me jetant un regard de soutien. Mon fils ouvrit le carnet. À l'intérieur, j'avais noté jour après jour la température dans le garage, pendant les hivers lyonnais, les nuits, où le thermomètre descendait en dessous de 0, et où je devais m'envelopper dans des cartons pour ne pas mourir de froid. J'y avais décrit le bruit des voitures de luxe qui rentraient tard le soir, les phares qui balayaient mon lit de camp, et le sentiment d'être moins importante
que le moteur d'une voiture allemande. Julien lisait mes mots, et je voyais les larmes perler au bord de ses paupières, mais il ne les laissa pas tomber. Il referma le carnet et le rangea précieusement dans sa poche intérieure. La détermination de mon fils Julien prit alors une forme plus concrète, plus technique. En tant qu'architecte, il savait que pour abattre un mur, il fallait d'abord en identifier les fissures. Il contacta un ami de longue date, un expert comptable spécialisé dans les audits de succession. Pendant que je me reposais dans une chambre d'hôtel, qu'il m'avait louée sous un faux nom pour me protéger de ma belle-fille, Nathalie Julien, passa des heures à éplucher les comptes du fonds de prévoyance familiale. Ce qu'il découvrit dépassait ses pires craintes. Non seulement l'argent qu'il envoyait était détourné, mais Nathalie avait utilisé ma signature, ou plutôt une imitation grossière de celle-ci, pour souscrire plusieurs crédits à la consommation. Des dizaines de milliers d'euros empruntés en mon nom pour financer des sacs de créateurs des montres en or pour mon gendre Bastien et des voyages de luxe dont je n'avais jamais entendu parler. Chaque document était une preuve supplémentaire de leur trahison. Julien découvrit un prêt de 25 000 € contracté pour un prétendu traitement médical en Suisse, dont je n'avais jamais bénéficié. En réalité, cette somme avait servi d'apport pour l'achat de la nouvelle voiture de sport de Bastien. Mon fils bouillonnait intérieurement, mais il savait qu'il devait rester calme pour mener son plan à bien. Il ne s'agissait plus seulement de me sortir de là, il s'agissait de leur faire payer chaque seconde de mon humiliation. Il installa discrètement une petite caméra thermique et acoustique dans le box du garage, profitant d'une absence prolongée de Bastien et de ma belle-fille Nathalie. Il voulait des preuves irréfutables de la manière dont il me traitait au quotidien, des images que personne ne pourrait contester devant un tribunal ou devant la société. 2 jours plus tard, Julien m'appela pour que je vienne voir quelque chose sur son ordinateur. Ses mains tremblaient légèrement. Il lança une séquence vidéo enregistrée la veille au soir. On y voyait mon gendre Bastien entrer dans le garage en trombe. Il hurlait le visage rouge de colère. « Regarde ce que tu as fait, vieille folle !» éructa-t-il à l'écran, en désignant une petite tache de graisse sur le capot étincelant de sa berline. Je m'étais approchée tremblante, m'excusant d'avoir renversé un peu d'huile, en essayant de me préparer une soupe sur mon réchaud de camping. Bastien m'avait alors saisi par le bras, me secouant violemment, avant de me pousser vers mon lit de camp. « Si je revois une seule trace sur cette voiture, tu dormiras dehors dans la rue, tu m'entends ?» cria-t-il avant de claquer la porte de fer. Julien éteignit l'écran, le silence dans la chambre d'hôtel était devenu pesant, presque étouffant. C'est à cet instant précis que le téléphone de mon fils sonna. C'était l'expert comptable. Julien mit le haut-parleur pour que je puisse entendre. La voix de l'homme était grave, presque solennelle. « Julien, j'ai terminé l'analyse des mouvements de fonds sur les 3 dernières années. » Commença-t-il. Il fit une pause. On l'entendait manipuler des feuilles de papier à l'autre bout du fil. Ta sœur Nathalie a détourné et blanchi un total de 214 800 € appartenant à ta mère ou provenant de tes virements. Elle a aussi contracté pour près de 40 000 € de dettes à son nom. C'est un dossier accablant. Julien ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre les lumières de Lyon qui commençaient à s'allumer. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Un sourire que je n'aimais pas voir, car il annonçait une fin de règne. « Merci, maître », répondit-il sobrement avant de raccrocher. Il se tourna vers moi et me prit les mains dans les siennes. Elles étaient chaudes, pleines de cette force tranquille qui l'avait toujours caractérisée. « Maman, dans 3 jours,
C'est la grande soirée annuelle de l'immobilier lyonnais, n'est-ce pas? La fête que Nathalie organise pour les 10 ans de son agence au Grand Hôtel. Je cochais de la tête, me souvenant de la manière dont elle s'en était vantée devant moi, se moquant de ma robe de chambre élimée, alors qu'elle essayait une parure de diamant. Julien caressa mon visage. « Prépare-toi, maman. Tu vas être la reine de cette soirée. Il voulait que tu sois invisible. Nous allons faire en sorte que personne ne puisse plus jamais détourner les yeux. » Je me souviens encore de l'odeur du thym sauvage et de la terre chaude de mon village en Provence. Avant de devenir une ombre dans un sous-sol lyonnais, j'étais Odette, la chef de l'auberge des Oliviers. Mon restaurant n'était pas grand, mais les gens venaient de tout le département pour ma daube provençale et mes fleurs de courgettes farcies. J'avais passé 30 ans de ma vie derrière ces fourneaux, à transpirer, à pétrir le pain, à soigner chaque client, comme s'il était de ma propre famille. C'était mon héritage, mon sang, ma fierté. Mais quand ma fille amie Nathalie m'a dit qu'elle avait été acceptée dans cette grande école de commerce à Paris, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai vendu l'auberge, les murs, les meubles, et même les vieux secrets de mes recettes, pour lui offrir cet avenir qu'elle réclamait tant. Je pensais que c'était le prix de son bonheur, mais c'était en réalité le début de mon effacement. Assise sur le bord du lit douillet de l'hôtel, je regardais mes mains. Elles sont sèches, tachetées par l'âge, et marquées par les brûlures de cuisine, alors que celles de Nathalie sont devenues si lisses, si manucurées. Julien s'assit à côté de moi et prit ma main dans la sienne. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit, maman ? Pourquoi avoir accepté de vivre dans ce garage pendant 1000 jours ?» me demanda-t-il doucement, les yeux voilés par une tristesse immense. Je ne savais pas quoi lui répondre. Comment expliquer à un fils que l'on ne veut pas briser son élan? Tu réussissais si bien à Paris, Julien. Je voyais tes photos dans les magazines d'architecture. Je savais que tu travaillais jour et nuit, sur des projets immenses à travers le monde. Je ne voulais pas que tu portes le poids de ma déchéance. Je pensais que Nathalie finirait par changer, qu'elle retrouverait la petite fille qui courait autrefois dans les vignes, avec ses nattes d'or sombre. Nathalie n'a pas toujours été ce monstre de vanité. Avant de rencontrer Bastien, mon gendre, elle était ambitieuse, certes, mais elle avait encore un cœur. Bastien est arrivé, avec ses idées de grandeur facile, ses théories sur le paraître et son mépris pour les gens qui travaillent avec leurs mains. Petit à petit, j'ai vu ma fille se transformer. Elle a commencé par changer de garde-robe, puis d'accent et enfin de mémoire. Elle a fini par avoir honte de mon passé de cuisinière, de mon tablier taché et de mes manières simples. Quand ils se sont installés à Lyon, elle m'a convaincue de les rejoindre, me promettant une vieillesse paisible. Mais la paix s'est vite transformée en isolement, et l'appartement s'est transformé en penthouse, dont j'ai été exclue, au bout de quelques mois sous prétexte que je faisais trop de bruit avec mes casseroles. Un après-midi, quelques semaines avant l'arrivée de Julien, Nathalie était descendue au garage. Elle ne portait pas sa tenue de gala, mais un ensemble de sport très coûteux. Elle ne m'a même pas regardée dans les yeux. « Maman, les travaux du penthouse coûtent une fortune. Il y a des fuites partout. » affirma-t-elle en tripotant son téléphone dernier cri. Elle prétendait que les 50 000 € envoyés par Julien ne suffisaient plus. Et elle me demandait, ou plutôt elle m'ordonnait de signer de nouveaux documents pour débloquer ce qu'elle appelait des fonds de réserve. J'ai compris plus tard que ces fonds n'existaient pas. C'était simplement un moyen de pomper encore plus d'argent sur le dos de mon fils, tout en me maintenant dans l'obscurité. Julien écoutait mon récit, son visage se durcissant à chaque mot. Il s'était levé pour faire les 100 pas dans la chambre d'hôtel, s'arrêtant parfois pour regarder les dossiers qu'il avait étalés sur le bureau.
Il avait récupéré une chemise cartonnée que Nathalie avait laissée traîner dans son bureau de l'agence immobilière. En l'ouvrant, il avait poussé un cri étouffé, un son mêlé de dégoût et de rage pure. « Regarde ça, maman !» dit-il en me montrant un papier officiel. C'était un acte de renonciation à l'usufruit de la maison de Provence, que j'avais conservé après la vente du fonds de commerce. Ma signature figurait en bas de la page, mais ce n'était pas la mienne. C'était une imitation parfaite calculée froide. Nathalie avait falsifié mon nom pour vendre les derniers biens qui me restaient et empoché la totalité du profit sans que j'en sache rien. Mon fils Julien ne hurlait pas. Sa colère était de celle qui glace le sang, une colère d'architecte qui voit un défaut structurel irrémédiable dans une construction. Il comprit que sa sœur n'avait pas seulement volé de l'argent, elle avait tenté d'effacer légalement mon existence. Elle voulait faire de moi une morte vivante, une femme sans droit, sans toit et sans voix. Julien referma le dossier avec une lenteur terrifiante. Il se tourna vers moi, un petit sourire amer flottant sur ses lèvres, un sourire qui n'annonçait rien de bon pour ceux qui nous avaient trahis. « Elle veut une fête, maman. Elle prépare ce gala de l'immobilier depuis des mois. Elle veut que tout Lyon admire sa réussite et son élégance. Elle veut briller devant le président de l'association immobilière, Monsieur Girard. » Il s'approcha de moi et me prit les deux mains me forçant à me lever. « Très bien, nous allons lui donner ce qu'elle veut. Nous allons lui offrir une soirée qu'elle n'oubliera jamais jusqu'à son dernier souffle. Elle t'a traité comme une honte cachée, elle t'a volé ton nom et ta dignité. Ce soir-là, devant tout son monde, devant tous ces gens qu'elle essaie d'impressionner, avec son faux luxe, elle va découvrir ce que signifie réellement le mot héritage. » Je voyais dans ses yeux que le plan était déjà dessiné dans son esprit. Chaque étape, chaque révélation, chaque coup de grâce. Julien n'allait pas seulement me venger. Il allait restaurer la vérité avec la précision d'un scalpel. Je me sentais soudainement plus forte, portée par la détermination de mon fils. La peur qui m'avait serré le cœur pendant 3 ans dans ce garage humide commençait à se dissiper, remplacée par une étincelle de justice. Je pensais à mon auberge, à la fierté que j'avais autrefois. Et je me dis que cette fierté n'était pas morte, elle était juste enfouie sous la poussière de l'oubli. Julien me regarda avec une tendresse infinie. « Tu es Odette, maman. Tu es la femme qui a tout donné. Et ce soir-là, le monde entier saura ce qu'ils t'ont fait. Le penthouse qu'elle loue sur le dos des autres sera le théâtre de sa propre chute. » Le rideau était prêt à se lever sur la dernière scène de leur mascarade. La ville de Lyon s'illuminait sous un ciel de velours sombre, les reflets des lumières des quais se balançant sur les eaux noires de la Saône. Dans les salons dorés du grand hôtel, l'effervescence était à son comble. Ma fille Nathalie s'agitait au milieu des compositions florales de lys blanc et de roses poudrées, vérifiant d'un regard aiguisé que chaque coupe de champagne était parfaitement alignée sur les plateaux d'argent. C'était la soirée de sa vie, le 10e anniversaire de son agence immobilière de grand standing. Elle portait une robe fourreau d'un vert émeraude qui soulignait sa silhouette impeccable. Mais son visage était une façade de porcelaine, prête à se fissurer au moindre imprévu. Elle souriait aux investisseurs, elle flattait les notables jouant son rôle de femme d'affaires accomplie, avec une assurance presque effrayante. Au milieu d'un groupe d'hommes en costume sombre, j'aperçus Monsieur Girard, le président de la prestigieuse association immobilière de la région. Ma fille Nathalie se pencha vers lui avec une déférence calculée, une main posée délicatement sur son avant-bras. « Monsieur Girard, je suis si honorée de votre présence », murmura-t-elle d'une voix mielleuse. Il lui demanda des nouvelles de sa famille, car pour ces gens de la haute société lyonnaise, la stabilité familiale était le gage d'une intégrité professionnelle. «
Oh, ma mère se porte à merveille, répondit-elle sans scier mentant, avec une aisance qui me glaça le sang, alors que j'écoutais le récit de mon fils un peu plus tard. Elle se repose actuellement dans notre propriété à la campagne, loin du bruit de la ville. Elle a tant besoin de calme à son âge, conclua-t-elle avec un soupir de fausse sollicitude. Pendant que ma fille Nathalie tissait sa toile de mensonges dans le luxe feutré de l'hôtel, mon fils Julien m'emmenait loin de cette hypocrisie. Il avait réservé une suite dans un autre établissement, un lieu de paix où le temps semblait s'être arrêté. Il avait fait venir une coiffeuse et une maquilleuse des femmes, aux gestes doux qui s'occupèrent de moi, comme si j'étais une mariée. On coupa mes cheveux blancs pour leur redonner une forme élégante. On soigna mes mains abîmées par les travaux forcés de la cave. Je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais pas cette femme. Julien entra dans la pièce, portant une housse de protection. « Regarde, maman, dit-il en dévoilant une robe de soie noire d'une simplicité royale. C'est pour toi. Tu vas retrouver ta place. » Je passai la soie sur ma peau, une sensation de douceur que j'avais oubliée depuis des années. Le tissu tombait parfaitement dissimulant ma maigreur excessive et me redonnant une stature de reine. Julien m'aida à fermer la fermeture éclair dans le dos, ses doigts, effleurant ma peau avec une tendresse infinie. « Tu es magnifique, Odette », souffla-t-il en me regardant à travers le miroir. Je sentais mes larmes monter, mais je les retins. Ce n'était plus le moment de pleurer, c'était le moment de faire face. Julien me tendit une paire de boucles d'oreilles en perles, celles que j'avais dû mettre en gage autrefois pour l'aider, et qu'il avait rachetées en secret. « Porte-les ce soir », ajouta-t-il en m'embrassant le front. Mais avant de rejoindre la fête, mon fils Julien avait une mission à accomplir. Profitant de ce que ma fille Nathalie et mon gendre Bastien étaient occupés aux préparatifs du gala, il se rendit à la tour de grand standing. Il ne monta pas en tant que membre de la famille, mais en tant que client mystère. Il avait loué le penthouse pour une nuit via la célèbre plateforme de location sur Internet, sous le pseudonyme d'un riche investisseur suisse. Le code d'accès envoyé sur son téléphone fonctionna parfaitement. Lorsqu'il entra dans le salon, il fut frappé par la froideur du lieu. C'était un catalogue de décorations sans âme, meublé avec mon argent mais vidé de ma présence. Chaque bibelot, chaque tableau criait la vanité de Nathalie. Julien se dirigea directement vers le petit débarras situé derrière la cuisine, une pièce étroite où l'on rangeait les produits d'entretien. Dans un coin sous une pile de vieux journaux, il trouva une boîte en carton poussiéreuse. En l'ouvrant, il sentit son cœur se serrer. C'était là que Nathalie avait jeté mes souvenirs, tout ce qu'elle jugeait indigne de son nouvel univers. Il y avait mes vieux livres de cuisine, aux pages cornées par l'usage mon petit carnet de recettes manuscrits, et surtout le cadre en argent contenant la photo de mon défunt mari, le père de mes enfants. Elle avait tout mis au rebut comme si j'étais déjà morte. Julien récupéra ces objets, avec une précaution religieuse, les rangeant soigneusement dans son sac. Pendant ce temps, mon gendre Bastien pavanait sur la terrasse de l'hôtel, une flûte de champagne à la main. Il discutait avec 2 promoteurs immobiliers que Julien lui avait présentés quelques jours auparavant, des partenaires de confiance, qui travaillait avec son cabinet d'architecture à Paris. Bastien se voyait déjà à la tête d'un empire persuadé qu'un investissement massif allait tomber sur son compte bancaire le soir même. « Nous allons révolutionner le marché lyonnais », affirma-t-il avec une morgue insupportable. Tout est une question de prestige et de discrétion. Il ne se doutait pas que ces 2 hommes n'étaient là que pour l'observer et noter chaque signe de sa malhonnêteté sous la direction de Julien. Le silence retomba un instant dans la suite de l'hôtel où je me trouvais. Julien revint vers moi, le sac contenant mes souvenirs à la main. Il posa le cadre photo sur la table de chevet.
Papa sera avec nous ce soir, murmura-t-il en me tendant mon sac à main. Je touchais le bois du cadre, sentant une force nouvelle couler dans mes veines. J'étais prête. Je n'étais plus la vieille femme apeurée du sous-sol, j'étais Odette, la femme qui avait construit une vie de ses propres mains et qui allait maintenant démolir les mensonges de ceux qui l'avaient trahi. Le plan de mon fils Julien était d'une précision chirurgicale et chaque pièce du puzzle était maintenant en place. Il sortit son téléphone et composa un message. Ses yeux brillèrent d'une lueur d'acier, une détermination qui ne laissait aucune place au doute. À quelques rues de là, au Grand Hôtel, ma fille Nathalie sentit son téléphone vibrer dans sa pochette en satin. Elle s'écarta un instant du cercle des invités pour lire le message. Un sourire nerveux apparut sur ses lèvres en voyant le nom de son frère s'afficher. Elle pensait que Julien allait simplement la féliciter une fois de plus, ou peut-être lui annoncer qu'il arrivait avec un cadeau prestigieux pour la cérémonie. Elle ouvrit le message et son sang se glaça instantanément. Les lettres s'affichaient sur l'écran cruel et limpide. « Prépare-toi bien, Nathalie. Ce soir, maman sera là pour te remettre ton prix en personne devant tout le monde. » Ma fille Nathalie leva les yeux vers la foule, cherchant désespérément la silhouette de son frère, dans la lumière aveuglante des lustres de cristal. Elle sentit une goutte de sueur froide couler entre ses omoplates. Le compte à rebours avait commencé, et le prestige qu'elle avait tant chéri allait devenir son pire cauchemar. Elle tenta d'appeler Julien, mais il avait déjà éteint son téléphone. Elle était seule au milieu de la fête, et l'ombre de sa trahison grandissait sur les murs dorés. Le grand salon du palace lyonnais était une mer de soie chatoyante de parfums capiteux et de bijoux qui captaient la lumière des lustres en cristal de bohème. Ma fille Nathalie rayonnait au centre de cet univers qu'elle avait bâti sur des sables mouvants. Elle portait une parure de diamant dont l'éclat semblait narguer ma propre fatigue. Je savais, pour l'avoir entendu de la bouche de mon fils Julien, que chaque pierre de ce collier représentait des mois de mes médicaments non achetés, des années de nourriture de piètre qualité et de nuits passées à grelotter dans l'obscurité. Elle se déplaçait avec une grâce étudiée, sa pochette en cuir précieux, serrée contre elle, ignorant que l'odeur du succès qu'elle exhalait était sur le point de se dissiper. Nous étions arrivés par une entrée de service, guidés par mon fils Julien, qui connaissait les moindres recoins des bâtiments qu'il étudiait. Il m'installa derrière les lourds rideaux de velours rouge, qui encadraient la scène dans une pénombre protectrice. De là, je pouvais tout voir sans être vue. Je voyais ma fille Nathalie rire, avec des hommes influents. Je la voyais ajuster son bracelet d'or avec une satisfaction évidente. Mon cœur se serrait de la voir si étrangère, si loin de la petite fille que j'avais bercée. Julien restait à mes côtés, sa main posée sur mon épaule, une présence solide et rassurante dans cette tempête qui s'annonçait. « Ne tremble pas, maman », souffla-t-il à mon oreille. La vérité n'est jamais un fardeau pour celui qui la porte, mais elle écrase celui qui l'a enterré. Le silence se fit soudainement dans la salle, alors que les lumières se tamisaient. Un projecteur unique balaya l'assistance pour se fixer sur l'estrade. Ma fille Nathalie monta les marches d'un pas assuré, sa robe verte accrochant la lumière comme une peau de serpent. Elle prit le micro, ses mains parfaitement manucurées ne tremblaient pas. « Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix claire et assurée, si je suis devant vous ce soir pour célébrer les 10 ans de mon agence, c'est parce que j'ai toujours cru en une valeur fondamentale, la famille. C'est le socle de tout succès immobilier. C'est la racine de notre confiance. » Elle fit une pause dramatique, un sourire ému aux lèvres. J'entendais mon propre sang battre dans mes tempes, tant l'hypocrisie de ses paroles était insupportable. Elle continua son discours évoquant les sacrifices, le travail acharné
et l'importance de protéger ceux que l'on aime. Elle parla de moi, sa mère, sans prononcer mon nom, me décrivant comme une femme qui coulait des jours paisibles grâce à sa réussite. Je voyais les invités hocher la tête avec admiration, touchés par tant de dévouement filial. Derrière le rideau, mon fils Julien serra les dents. Il attendait le moment précis, celui où l'arrogance atteint son sommet juste avant la chute. Il jeta un regard à son téléphone, envoyant un signal discret à Chloé l'infirmière et à l'équipe technique qu'il avait discrètement recrutée pour cette soirée. C'est alors que mon fils Julien sortit de l'ombre. Il s'avança sur la scène d'un pas tranquille, ses chaussures de cuir ciré ne faisant aucun bruit sur le tapis épais. Ma fille Nathalie s'interrompit, surprise par cette intrusion imprévue, mais elle garda son sourire de façade devant les photographes. « Julien, quelle magnifique surprise !» s'exclama-t-elle en ouvrant les bras pour l'embrasser devant l'assemblée. Il se laissa faire, mais ses yeux restaient froids comme 2 morceaux de glace. « Félicitations, ma sœur !» déclara-t-il d'une voix assez forte pour être entendue de tous. « Ta réussite est vraiment édifiante. On sent que tu as mis tout ton cœur dans la gestion de ton patrimoine, surtout celui que maman t'a confié. » Nathalie se raidit imperceptiblement, sentant que le ton de son frère n'était pas celui d'un compliment sincère. Mais avant qu'elle ne puisse reprendre la parole, Julien se tourna vers M. Girard et les autres notables. Pour marquer ce 10e anniversaire, j'ai préparé une petite surprise, une vidéo hommage qui retrace le parcours de ma sœur et les racines de son succès, dit-il en désignant le grand écran panoramique qui surplombait la salle. Nathalie tenta d'intervenir, un éclair de panique traversant ses yeux. « Julien, ce n'est pas le moment, les invités attendent le buffet », balbutia-t-elle en essayant de lui prendre le micro. Mais Julien l'écarta avec une politesse ferme, une main de fer dans un gant de velours. Il se pencha alors vers elle, si près que seules ses lèvres frôlaient l'oreille de ma fille Nathalie. Le micro était toujours ouvert, mais il parlait si bas que seule elle pouvait saisir la morsure de ses mots. « Ton sac de luxe a une drôle d'odeur ce soir, » Nathalie murmura-t-il d'un ton glacial. « Il sent l'huile de vidange et le renfermé du box numéro 42. Tu ne trouves pas que ça jure avec ton parfum de créateur ?» Ma fille devint livide. Sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son n'en sorte. Elle regarda son frère comme s'il était un étranger, un juge implacable, surgi de son passé. Elle comprit à cet instant que le jeu était fini. Mais elle ne savait pas encore l'ampleur du désastre qui l'attendait. Julien fit un signe de la main vers la régie technique. « Très bien que l'on lance le film », ordonna-t-il en descendant de l'estrade pour rejoindre le premier rang, laissant sa sœur seule, pétrifiée, sous la lumière crue des projecteurs. Le ronronnement des haut-parleurs remplit la salle, et l'écran géant s'alluma brusquement. Les invités s'attendaient à voir des photos d'enfance, des maisons de luxe ou des graphiques de réussite. Mais ce qui apparut à l'écran fit passer un frisson d'horreur dans l'assistance. Ce n'était pas une musique de fête qui résonna, mais le grincement sinistre d'une porte de garage en métal que l'on ouvre dans le silence de la nuit. L'image était granuleuse issue de la caméra thermique que mon fils Julien avait installée. On y voyait une silhouette voûtée, une vieille femme en robe de chambre, assise sur un tabouret de bois, au milieu de vieux pneus et de bidons d'essence. C'était moi. On me voyait essayer d'allumer un réchaud de camping, avec des mains tremblantes de froid, alors que la vapeur de ma propre respiration flottait dans l'air glacial du sous-sol. Le contraste avec le luxe de la salle de bal était si violent que plusieurs femmes dans l'assistance portèrent la main à leur bouche en étouffant un cri. Ma fille Nathalie restait immobile sur scène, sa silhouette verte découpée contre l'image de ma propre misère. Le film continua implacable.
On entendit alors la voix de mon gendre Bastien enregistrée par les micros cachés. « Taisez-vous, vieille folle, vous n'avez besoin de rien d'autre que de ce lit de camp !» hurlait-il dans les enceintes de haute fidélité. L'image changea pour montrer les relevés bancaires falsifiés, les chiffres défilant comme un acte d'accusation. Les 214 000 € détournés s'affichaient en lettres rouges géantes, suivies par les photos des sacs de luxe et des montres en or, achetées avec cet argent. La salle était plongée dans un silence de tombeau seulement rompu par le son des sanglots étouffés d'une invitée. La tempête avait enfin éclaté, et plus rien ne pourrait l'arrêter. Le silence qui s'était abattu sur la salle du grand hôtel était plus lourd que le béton de mon garage. Plus personne ne touchait à son verre de champagne. Plus personne n'osait croiser le regard de son voisin. Sur l'écran géant, l'image de moi, Odette, grelottant dans la pénombre du sous-sol, semblait consumer l'air de la pièce. Monsieur Girard, le président de l'association, restait pétrifié, sa coupe de cristal tremblant légèrement dans sa main. Ma fille Nathalie était devenue une statue de sel au milieu de la scène, la lumière crue du projecteur révélant chaque ride de terreur sur son visage plâtré de maquillage. Elle n'était plus la reine de Lyon. Elle n'était plus qu'une enfant prise en faute, mais une faute si immense qu'aucun pardon ne semblait possible. Mon fils Julien remonta sur l'estrade d'un pas lent, presque solennel. Il tenait à la main une liasse de documents, des feuilles de papier qui pesaient plus lourd que des chaînes. « Mesdames et messieurs !» commença-t-il sa voix résonnante avec une clarté impitoyable dans les haut-parleurs, « ce que vous voyez n'est pas une fiction. Ce ne sont pas des travaux de rénovation qui ont mal tourné. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une comptabilité de la honte. » Il leva la première feuille. Voici les relevés de la plateforme de location en ligne. Le Pantouse que je payais pour ma mère a été loué 212 fois en 3 ans, rapportant la somme de 186 000 €, versée directement sur le compte personnel de ma sœur Nathalie. Un murmure d'indignation parcourut l'assemblée, comme le vent dans les feuilles avant l'orage. Julien ne s'arrêta pas là. Il détailla les faux documents, les signatures imitées, pour obtenir des crédits à la consommation au nom d'une femme qu'elle prétendait protéger. On entendit le chiffre de 214 000 €, répété plusieurs fois, écrit en toutes lettres, dans l'esprit de chacun. Ma fille Nathalie sortit enfin de sa torpeur. « Arrêtez ça tout de suite !» hurla-t-elle en se précipitant vers la régie technique. « C'est un montage. Ce sont des mensonges jaloux. » Elle essaya d'arracher les câbles, ses ongles parfaitement manucurés, griffant le métal des consoles, mais Chloé, l'infirmière, se dressa devant elle, calme et inébranlable, protégée par 2 agents de sécurité que Julien avait engagés. Bastien, mon gendre, tenta de se faufiler vers la sortie, rasant les murs dorés, comme un rat cherchant un trou. Mais les portes du grand salon restèrent closes. Julien l'avait prévu. On ne sort pas d'un tel naufrage avant que la vérité n'ait tout emporté. C'est alors que mon fils se tourna vers le rideau de velours rouge où je me cachais. « Viens, maman, dit-il avec une douceur qui contrastait violemment avec la dureté de ses propos précédents. Il est temps que tu reprennes ce qui t'appartient. » Je pris une grande inspiration, sentant le contact de la soie contre ma peau, et je fis un pas dans la lumière. L'entrée d'Odette, la mère oubliée, fut le coup de grâce. Quand je parus sur scène droite, digne portant cette robe noire, qui me rendait ma noblesse de femme, un silence sacré retomba sur la foule. Je ne ressemblais plus à l'ombre du garage. Je voyais Monsieur Girard se lever, puis d'autres notables faire de même, dans un geste de respect instinctif pour celle qui avait tant enduré. Je marchais vers ma fille Nathalie, qui s'était effondrée sur les genoux, ses mains cachant son visage. Elle pleurait, mais ses larmes n'étaient pas celles du regret. C'étaient les larmes de la défaite sociale, la peur du vide
qui s'ouvrait sous ses pieds. Je m'arrêtai devant elle. Je ne ressentais ni haine ni envie de vengeance, seulement une immense tristesse pour ce que nous aurions pu être. Nathalie portait à son bras son sac de créateur, un objet de cuir fin qui valait une fortune. Je posai ma main sur le sac, et d'un geste ferme mais calme, je le lui retirai des doigts. « Tu vois, ma fille, dis-je d'une voix que tout le monde entendit, ce sac ne pourra jamais couvrir l'odeur de la cave. On ne construit pas une vie sur le mépris de ceux qui nous ont tout donné. » Elle leva les yeux vers moi, ses yeux pleins de mascara noir, qui coulaient et je ne reconnus plus mon enfant. Elle n'était qu'une coquille vide, brisée par sa propre ambition. Julien se tenait derrière moi, une main posée sur mon épaule. Il regarda vers le fond de la salle, là où 3 hommes en costume sombre venèrent d'entrer. Ils ne ressemblaient pas aux autres invités. Ils avaient cette froideur administrative qui ne trompe personne. Monsieur Girard les reconnut le premier et s'écarta pour les laisser passer. C'était la brigade financière de Lyon. Julien avait déposé une plainte officielle pour abus de faiblesse, escroquerie et falsification de documents administratifs 3 heures plus tôt. Les preuves que nous venions de projeter n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les policiers s'avancèrent jusqu'au pied de l'estrade. « Madame Nathalie, Monsieur Bastien, nous avons un mandat pour vous conduire au poste de police », déclara l'un d'eux d'une voix monotone qui coupa les derniers sanglots de ma fille. Nathalie regarda autour d'elle, cherchant un appui, une main tendue, parmi ses amis de la haute société. Mais tous détournaient les yeux. Monsieur Girard lui-même tourna le dos à celle qu'il complimentait quelques minutes auparavant. En une soirée, en 1 heure de vérité, la réputation qu'elle avait mis 10 ans à bâtir venait de se dissoudre dans l'air froid de Lyon. Bastien fut menotté sans ménagement, son arrogance s'étant évaporée pour laisser place à une lâcheté pitoyable. Il bégayait des excuses, rejetant déjà la faute sur sa femme pour tenter de sauver sa peau. Nathalie, elle ne bougeait plus. Elle restait prostrée au sol, entourée par les flics et le mépris de toute une ville. Julien me prit le bras pour m'éloigner de ce spectacle désolant. « Viens, maman, on a fini ici », murmura-t-il en m'emmenant vers la sortie. Le silence dans le salon était total, seulement brisé par le cliquetis des menottes et le bruit des flashs des photographes, qui demain feraient la une des journaux avec le scandale de l'année. Alors que nous franchissions le seuil de l'hôtel, je sentis le vent frais de la nuit lyonnaise sur mon visage. C'était un air de liberté, un air qui ne sentait ni l'essence, ni le béton, ni le mensonge. Je savais que le chemin vers la guérison serait long, que les souvenirs de ces 3 années de solitude ne s'effaceraient pas d'un coup de baguette magique. Mais j'avais mon fils à mes côtés. Le piège s'était refermé sur ceux qui l'avaient tendu. Et pour la première fois depuis 1085 jours, je n'avais plus peur de l'obscurité. Le prestige de Nathalie était mort, mais la dignité d'Odette venait de renaître. Les jours qui suivirent la tempête du Grand Hôtel furent marqués par un silence étrange, un calme lourd de conséquences qui s'installa sur la ville de Lyon. Pour ma fille Nathalie, le réveil fut brutal. Les journaux locaux ne parlaient que de la chute de la coqueluche de l'immobilier titrant sur la trahison d'une mère pour quelques billets de banque. La sentence tomba rapidement, sa licence professionnelle lui fut retirée par le Conseil de l'Ordre, lui interdisant à jamais d'exercer son métier de courtier. Son agence autrefois si florissante fut mise en liquidation judiciaire pour éponger une partie des dettes qu'elle avait accumulées en mon nom. Mon gendre Bastien, fidèle à sa nature lâche, déposa une demande de divorce dès le premier matin de sa garde à vue, tentant de rejeter toute la responsabilité financière sur son épouse. Mais la justice ne fut pas dupe. Il restait solidaire des dettes
et fut condamnée à rembourser chaque centime détourné, pendant que leur vie s'effondrait comme des châteaux de cartes mal construits. La mienne retrouvait enfin un semblant de verticalité. Mon fils Julien ne me laissa pas passer une seule nuit de plus à l'hôtel. Il s'occupa personnellement de récupérer les clés du penthouse. Le premier jour où nous y sommes retournés, l'air semblait encore chargé de l'arrogance de ceux qui m'en avaient chassé. Julien ouvrit toutes les fenêtres en grand, laissant le vent de la Saône balayer la poussière et les mauvais souvenirs. Il fit vider les meubles de designer froids et impersonnels pour faire revenir mes propres affaires, celles qu'il avait sauvées du débarras. Le portrait de mon mari retrouva sa place sur la cheminée et mon vieux carnet de recettes taché de gras et d'amour fut posé sur le plan de travail en marbre de la cuisine. Julien prit alors une décision qui changea tout. Un soir, alors que nous regardions les lumières de la ville s'allumer depuis la terrasse, il posa sa main sur la mienne. « Je ne repars pas à Paris, maman, dit-il d'une voix posée mais ferme. J'ai décidé de transférer mon bureau d'architecte ici à Lyon. Il y a assez de place dans cet appartement pour que j'y installe mon studio et je veux être là pour te voir préparer ta fameuse daube provençale tous les dimanches. » Je sentis une chaleur immense m'envahir. Ce n'était pas seulement un retour à la maison, c'était le début d'une nouvelle vie où je ne serais plus jamais une ombre. Chloé, la jeune infirmière, qui m'avait tant aidée, devint une amie fidèle de la maison, passant souvent nous voir pour s'assurer que ma tension restait stable, mais surtout pour partager un café et des rires. La justice a parfois un sens de l'ironie qui dépasse l'imagination. Pour rembourser une partie de ce qu'elle devait au fonds familial et pour éviter une peine de prison ferme plus lourde, ma fille Nathalie fut condamnée à des travaux d'intérêt général et à une saisie sur salaire pour les 20 prochaines années, sous la surveillance stricte d'un administrateur judiciaire. Elle dut accepter un emploi de technicienne de surface. Chaque matin, elle doit désormais se rendre dans la tour de grand standing, celle-là même où elle pavanait autrefois pour nettoyer les couloirs et les parties communes. Je la vois parfois depuis mon balcon en bas, portant une blouse grise, un seau à la main frottant le sol que ses talons aiguilles foulaient avec mépris. Elle travaille sous la supervision de maître Lemoine le notaire, qui veille à ce qu'aucun de ses méfaits ne soit oublié. Un dimanche après-midi, la cuisine du penthouse était baignée par une lumière dorée, une clarté si pure qu'elle semblait effacer les 3 années d'obscurité que j'avais subies. L'odeur du oignon rissolé et du vin rouge mijoté remplissait l'espace, redonnant à cet appartement de luxe une âme qu'il n'avait jamais eue. Chloé aidait Julien à dresser la table, leur rire, se mêlant au tintement découvert. Je remuais ma sauce avec une cuillère en bois, sentant la force revenir dans mes bras. Ce n'était plus une cuisine de survie sur un réchaud de camping, c'était un festin de retrouvailles. Julien s'approcha de moi et m'embrassa la tempe. « Ça sent comme dans mes souvenirs », maman murmura-t-il avec émotion. Mais ma plus grande victoire ne fut pas de retrouver mon confort. Dans le cadre de ma reconstruction, j'ai décidé de transformer ce grand penthouse en un lieu de partage. 2 fois par semaine, j'ouvre ma porte à des femmes qui, comme moi, ont connu la précarité ou la solitude. J'ai ouvert une petite école de cuisine gratuite où j'enseigne les bases de la gastronomie française à celles qui ont tout perdu. C'est ma manière de rendre la lumière que Julien m'a redonnée. Voir ces femmes reprendre confiance en elles en tenant un couteau de chef ou en réussissant un soufflé me procure une joie que l'argent de Nathalie n'aurait jamais pu acheter. Je ne suis plus une victime. Je suis une femme qui transmet. La vie a repris son cours plus lente, plus digne. Je sais que les cicatrices sur mon cœur mettront du temps à se refermer, mais
Quand je regarde mon fils travailler sur ses plans de bâtiments dans le salon, je me dis que les fondations de notre famille sont enfin saines. Nathalie a appris à ses dépens que l'on ne peut pas bâtir sa grandeur sur la ruine des autres. Elle vit désormais de manière mignonne comme elle disait autrefois, avec mépris, découvrant la valeur de chaque euro durement gagné. Quant à moi, je savoure chaque lever de soleil sur la ville consciente de la chance d'être entourée par ceux qui m'aiment pour ce que je suis et non pour ce que je possède. L'orgueil est une parure fragile qui finit toujours par se briser sous le poids de la vérité. On peut posséder les plus beaux sacs du monde et habiter les sommets des gratte-ciel, mais si l'on oublie la main qui nous a nourris, on finit toujours par tomber plus bas que terre. La véritable noblesse, celle qui ne s'achète pas chez les joailliers de la place Bellecour, réside dans la gratitude et le respect. Car en fin de compte, la grandeur d'une personne ne se mesure pas à la hauteur de son penthouse, mais à la dignité avec laquelle elle traite ceux qui lui ont donné la vie.